Hello. Salut, salut Robin, salut à tous. Ok, alors, pourquoi je... Parle dans le micro, Toto. Ouais, bah je t'entends, hein. Si, c'est bon, parfait, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Tout va bien. Alors, bon, comment ça va, Thomas? Bon bah ça va, hein, hâte de débriefer ce week-end en MLS. Et en plus on a aussi ce soir on a aussi la Champions, donc un bon programme foot en perspective. C'est clair, on a la Champions League, le retour de la Champions League, limite. Je trouve, on en a même pas trop parlé, tu vois, de ce Real Chelsea City, alors que voilà, il est tout de suite, il est maintenant, il est ce soir, et il y a aussi un Milan Inter demain qui est assez excitant. Et puis tu parles de la Champions League, mais il y a aussi la Champions League CONCACAF, hein, avec cette finale Tigres LAFC, si je dis pas de bêtises, où le LAFC a écrasé Philadelphie en demi-finale de Champions League CONCACAF, alors que c'était un remake de la finale de l'an dernier. J'ai l'impression qu'il y a vraiment eu un écart entre les deux cette saison, depuis la fin de la saison dernière et cette saison entre ces deux équipes, quoi. Ouais, bien sûr, il y a eu des dynamiques totalement Un step différentes, up. hein. Ouais, Ouais. des dynamiques totalement différentes. Les LAFC sont en pleine bourre, tandis que Philadelphie, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus poussif cette saison. Donc, on espère que Et le pourtant, LAFC là, elle remportera le titre. ouais, ça peut être bien un back-to-back. Pourtant, c'est tout simple. Mais Philadelphie, ça a pas beaucoup changé l'effectif, tu vois. Ils ont pas perdu de gros joueurs à part Paxton Aronson, mais il était à peine titulaire. C'est fou La saison d'après, qu'il hein, s'est baissé le niveau comme ça. c'est souvent comme ça. La saison d'après, où là, t'as fait une saison de fou. La confirmation, elle est peut-être plus compliquée. T'as aussi des joueurs aussi qui ont pris aussi des rôles différents, comme un Gazdag par exemple, qui est devenu joueur désigné maintenant. C'est plus la même pression, c'est plus les mêmes attentes autour de lui. Donc, ça peut s'expliquer par ça. Ok, bon. Bon, petit aparté et parenthèse sur comment on appelle ça? C'est la MLS tout de même, mais on va commencer du coup ce MLS Show par les quatre sujets. On a quatre sujets à vous traiter aujourd'hui. Donc le premier, c'est la vengeance des ex-joueurs contre leur club ce week-end. Et oui, il y en a eu deux, notamment Joseph Martinez et Arthur Cabral. L'un avec Inter Miami contre Atlanta et l'autre avec Colorado Rapids, si je dis pas de bêtises, contre C'est ça. le LA, Los Angeles Galaxy. Ensuite, le deuxième sujet, ça sera les entraîneurs virés. Il y en a eu deux coups sur coup, donc je vous spoil, New York Red Bulls et Chicago. Le troisième sujet, ça sera la remontée un peu de Charlotte et Montréal, la remontée de bonne forme, eux qui étaient au fin fond du classement. Et enfin, le quatrième sujet, ça sera les San Jose Earthquake, la bête noire du Los Angeles FC, qui a subi sa première défaite de la saison en MLS. Je vois que tu as tout de suite lancé la slide, du coup on peut commencer. Voilà la première slide entre le premier sujet, donc les ex qui la mettent à l'envers un peu. C'est en tout cas ce que tu as choisi de traiter. Bien sûr, on va vous parler de l'Inter Miami face à Atlanta. Atlanta qui est un des favoris au titre, un peu, on peut dire, qui a très bien démarré avec notamment Thiago Almada de feu. Puis, depuis la trêve internationale où Thiago Almada est parti, Atlanta a perdu ces deux matchs ou perdu, il fait un match nul, si je dis pas de bêtises. Et depuis, malgré le retour d'Almada, c'est beaucoup poussif à Atlanta, malgré leur belle quatrième place, pardon. Euh, Depuis, c'est poussif et en face, l'Inter Miami, c'est plus que poussif. C'est une saison en grande difficulté. On en a déjà parlé à multiples reprises dans le MLS Show. L'Inter Miami, c'est vraiment poussif, mais ils avaient enchaîné 1, 2, 3, 5, 6 défaites consécutives, l'Inter Miami. Mais malgré tout, ils ont gagné un match en US Open Cup. C'est deux victoires consécutives en championnat, dont
face à Columbus Crew qui est un des très gros classés cette saison en MLS, qui fait partie du top 4 si je dis pas de bêtises, non, top 6. Ils sont descendus, mais ils ont fait partie du top 4 pendant un long moment. Et depuis, ils ont affronté ce week-end Atlanta United, l'ancienne équipe de Joseph Martinez. On rappelle Joseph Martinez, énorme scoreur et marqueur du côté de Atlanta United. Il a été élu meilleur buteur MVP de la saison où Atlanta finit champion. Euh, il a inscrit 99 buts en MLS avec eux. Et depuis ce transfert avec Miami, eh ben, il n'avait pas marqué un seul but de la saison. Et on se disait, ben, forcément, il fallait qu'il marque son ancienne équipe pour lancer sa saison. Et ça a été le cas, Thomas. Désolé pour ma longue intro, mais il Non, fallait que je lance le sujet. non, t'as été complet, t'as bien tout rappelé à nos viewers. Ouais, il fallait bien que ça arrive. On sait très bien que c'est souvent le cas, c'est souvent les anciens qui font mal à leurs anciennes équipes. Et c'est ce qui s'est passé ce week-end. Miami qui était. Par expérience, tu peux en parler, toi. Ouais, en tant que Hein, par supporter expérience, toi, parisien, en tant que supporter voilà, parisien, je peux te les dire ex, que ouais, ils t'aiment bien. ouais, les ex nous aiment bien malheureusement. Mais ouais, donc il était à 0 but. On se demandait quand est-ce que ça allait prendre, quand est-ce que la greffe allait prendre du côté de l'Inter Miami. Ben, c'est peut-être le déclic, le moment bascule de sa saison qui va enfin permettre, sur le plan individuel pour lui, de scorer et de rapporter des points du coup à son équipe, sachant que Neville, il est en très très gros danger. On parlait de lui potentiellement pour être licencié, pourquoi pas rejoindre la liste des entraîneurs qu'on qu'on va citer plus tard. Donc non, match assez particulier parce qu'en plus il sort du banc, il n'est pas titulaire tout de suite, il rentre et sur son premier ballon il provoque un penalty. Le premier ballon touché, il provoque un penalty pour l'Inter Miami qui va transformer. Et puis derrière, un but aussi de Roublard où il sent bien le coup, il va se jeter et il va réussir à tromper Ouais, de renard, ouais. le portier Celle-là, il va la d'Atlanta. chercher. Hein. Donc tout va bien pour lui, mais malheureusement pour Atlanta, il va un peu l'avoir mauvaise à mon avis. C'est clair ils peuvent l'avoir mauvaise, surtout que ça a vraiment été le joueur de, le joueur emblématique d'Atlanta, le premier, on va dire, joueur fondateur, emblème d'Atlanta. Je veux dire, tu penses à Atlanta United à l'époque, tu pensais à Joseph Martinez, et il a toujours respecté cette équipe en soi, et il aura duré longtemps là-bas. Si je dis pas de bêtises, 5 ou 6 saisons au moins, hein. Dont une saison où il se fait les croiser malheureusement. Et voilà, on a vu qu'il a quand même célébré. Je m'attendais à ce qu'il célèbre pas. Il a quand même célébré, mais gentiment. Mais je pense que c'était plus l'excitation de marquer son premier but en fin de la saison et débloquer le compteur. Ouais, je pense que c'était plus de la délivrance qu'autre chose. Et puis après, on a vu en après-match il a quand même remercié, il a quand même rappelé que Atlanta, c'est aussi l'équipe qui lui a permis d'éclater, d'exploser en MLS. Et il sait il leur doit quelque chose, il leur devra quelque chose tout le temps. Donc non, c'est bon enfant, c'est pas une célébration pour chambrer ou quoi que ce soit. C'est plus vraiment un sentiment de délivrance, de enfin ouvrir son compteur but et de lancer, pourquoi pas, sa nouvelle aventure. Ouais, carrément. Du coup, est-ce que tu veux qu'on parle de Atlanta un peu pour en parlant de ce match du coup, avant de partir sur le slide? Ouais, Atlanta, ça souffle le chaud et le froid, des fois c'est très bon, des fois c'est un peu moins bon. C'est difficile de savoir comment l'équipe va poursuivre cette saison. On ne sait pas trop encore quelle est vraiment la dynamique de l'équipe. Elle s'accroche quand même dans les places de tête de sa conférence. Mais au niveau du jeu, ça reste poussif quand même. Ça reste très poussif et on sent que si un Thiago Almada n'est pas inspiré et n'est pas décisif, ça devient très rapidement difficile
pour eux de remporter des victoires et d'empocher des points. On rappelle qu'il reste sur 2 défaites consécutives, donc contre l'Inter Miami, mais aussi contre Nashville, et que surtout sur les 2 derniers matchs, Giacomakis est absent mine de rien. Donc ça y fait mine de rien. On voit que l'absence de Giacomakis, parce que là désormais c'est Scholl qui est en match-up Scholl qui est en pointe, l'attaquant soudanais. Mais depuis l'absence de Giacomakis, ça leur fait beaucoup de mal. Ouais, l'absence de Giacomakis leur fait beaucoup de mal, hein. Ils l'ont acheté pour remplacer Martinez, où on sait que à Atlanta avant, c'était vraiment un, un poste clé parce que c'était vraiment le dépositaire du jeu, c'était vraiment l'avant-centre avec Martinez. Là, ça va être une manière peut-être différente aussi de, de, de voir le jeu pour Atlanta parce que maintenant, ça peut venir d'un peu partout. Ça peut venir de Caleb Wiley, ça peut venir d'un Luis Arrojo, ça peut venir d'un Thiago Almada. Et en plus de ça, maintenant, tu rajoutes aussi un Jakubakis, peut-être en deuxième, troisième option, si je devrais reprendre des termes un peu plus NBA. Je trouve il serait plus Ouais, dans la troisième option, celui qui va apporter sa dizaine de buts, 10-15 buts, qui peuvent être utiles sur le long d'une saison. c'est drôle parce que tu as exactement décrit la ligne d'attaque que je pensais. Ils ont un quatuor offensif, je trouve quand même assez intéressant pour la MLS. Et ils avaient trouvé leur quatuor offensif depuis quasiment dès le début de la saison, et notamment ce 3-0 ou 3-1 qu'ils avaient infligé à Charlotte. On s'était dit, ça y est, c'est le quatuor offensif de Atlanta. Et malheureusement, l'absence de Giacomakis, plus peut-être la baisse de régime de Almada, fait que derrière, même Caleb Wiley, tu vois, on entend un peu moins parler, ça les fait descendre de niveau. Je pense que s'ils auront retrouvé leur quatuor, ils pourront continuer à performer. On passe à la nouvelle slide, pardon. Donc l'autre ex qui a fait mal ce week-end, Attends, regarde, c'était Idoma. Ah j'ai- non, oui, t'as une je t'ai stat sur. Ah rajouté, oui, c'est vrai, deux, pour conclure deux sur stats. Joseph Martinez. Je t'ai rajouté deux stats exactement où Martinez, bah, il est devenu le joueur le plus rapide donc, à atteindre la barre des 100 buts en MLS. Il y est arrivé en 142 matchs avec notamment ce doublé donc, contre Atlanta ce week-end. Donc ça montre à quel point ce joueur fait partie désormais de l'histoire de ce championnat. Et puis dernières slides sur Joseph Martinez, c'est avec le classement des joueurs, le top 6 des joueurs qui ont été les plus rapides à inscrire les 100 buts en Oh là là MLS. là 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 là. T'es trop fort. J'allais te poser un quiz pour te demander c'était qui le joueur juste devant lui. Eh ben non, tu m'as devancé. Exactement, Bradley White Phillips en 159 matchs avait mis 100 buts. On voit que Taylor Twellman avait fait inscrit 100 buts en 74 matchs. Puis la légende de San Jose, Chris Wondolowski, en 210 matchs. Anterazov, 217. Et puis Lando Donovan, mine de rien, la légende de la MLS, qui a inscrit 100 buts que en 221 matchs. On voit que Joseph Martinez, il est sur des meilleures bases, hein. Ouais, il est Il est sur des beaucoup plus meilleurs rapide que tout le standards. monde. Et surtout, ça place le bonhomme en fait. Ça place le bonhomme tout simplement et on va s'en rappeler. On s'en rappellera comme une réelle légende de ce championnat-là après son départ. Ou à la fin de sa carrière C'est clair. s'il continue jusqu'à la fin en MLS. Et il a que 29 ans, hein. Il a que 29, donc il peut clairement. Moi, j'aimerais bien, tu vois, je le vois bien finir toute sa carrière en MLS, en fait. Je le vois être une vraie légende. Je sais pas si à 29 ans, ça le tente tant que ça de partir en Europe, de se refaire une place et tout ça. Moi, je pense que c'est lancer un vrai défi de se réimposer du côté de Miami. Je sais pas si t'es d'accord avec Ouais, moi, moi mais voilà. je pense qu'il va rester 2 3 années, 2 3 saisons déjà à l'Inter Miami pour vraiment essayer de marquer de son empreinte son passage pour peut-être pourquoi pas donner un titre hein, de champion à l'Inter Miami dans les saisons à venir. Parce que quand t'as un mec de ce niveau-là dans ton équipe, forcément tu souhaites et tu aimerais construire pour pouvoir remporter un titre par la suite. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, pour Joseph Martinez,
On est à seulement 2 buts. Je regarde s'il a fait des passes décisives, mais il me semble pas qu'il en ait fait cette saison. Euh, assist. Non, il a pas fait de passes décisives cette saison. Est-ce que donc 2 buts en une dizaine de matchs? Est-ce que tu penses que ça y est, sa saison elle est lancée et qu'enfin il va pouvoir marquer? On l'espère tous, hein. Ça fait bizarre de voir un joueur de Deux sa, buts en 8 matchs, pardon. Deux de buts en voir huit matchs. de voir un joueur de sa qualité rester autant de temps muet devant les buts alors qu'on sait que c'est un serial buteur en MLS. Ça fait quand même tâche. Donc on espère pour lui que enfin ce côté psychologique il est passé et que maintenant il va pouvoir enfin donner la pleine mesure et le plein potentiel et donner toutes ses qualités à cette équipe de l'Inter Miami qui en a énormément besoin parce que elle est dans le dur, elle reste dans le dur même si elle reste sur 2 victoires, toutes compétitions confondues, elle reste quand même dans le dur. C'est clair. On rappelle la place de l'Inter Miami. Alors, je te dis ça. C'est Hop là. je suis plus rapide. L'Inter Miami, c'est actuellement dixième. Dixième de la conférence Est, à 2 petits points de la neuvième place qualificative pour les playoffs. On va voir. Oula, Ça peut le il y a un faire, quand pro- même. il y a un problème dans mon. Attends, il y a un problème dans mon petit classement. Je vais le modifier rapidement. Ne bougez pas. Parce que je comprends. Ah non, je pense pas que ce soit ce C'est pour classement-là. ça que. C'est Là, pour tu ça m'as que. sorti le classement de la J7. C'est pour ça que je me dis ça, que je comprenais pas pourquoi. Voilà. Hop. Je- Tac. Et voilà. Voilà, c'est mieux. 12 points, on voit à la 10e journée. Au bout de 10 journées pour eux, en tout cas. Euh, ouais, largement, ça peut revenir tranquille. Ils ont que -1 en plus de En goal plus, average, ouais. donc Surtout qu'en c'est plus large. maintenant, C'est pas Charlotte, quoi. on sait que pour arriver en playoff, maintenant on a aussi là les 8 9 places qui sont aussi qualificatives maintenant avec le Ils nouveau sont format. barragistes, en fait. Voilà, donc, Ouais, les 8 et 9, ils sont barragistes. C'est une sorte de play-in, en fait. Et ensuite, c'est 2 contre 8, 3 contre 7, 4 contre 6. Et non, non, attends, il y a un problème là. Non, c'est 3. Non, c'est 1 contre 8, ouais, ça, 1 de 1 contre à 8 en 8, fait. ouais c'est ça, 1 8. Ouais, voilà, c'est comme NBA. Voilà. Je sais pas pourquoi je pense à la Putain. première place. Non, Bon, on continue sur non, tu sais, la. je pensais qu'il y avait une wildcard comme avant, en fait, tu vois. Avant, il y avait une wildcard comme à NFL aussi. Mais visiblement, non. Non, il n'y a pas de wildcard. Euh, on passe au sujet suivant. Let's go. Ah, voilà. L'autre ex qui a fait mal à Los Angeles Galaxy, qui continue de s'enfoncer dans le classement, la 13e place ou 14e place du classement. Attends, je dis ça tout de suite. Pas dire de bêtises. Le classement. Los Angeles est 13 sur 14. Voilà. Je savais plus où est-ce qu'il y avait 14 équipes et 15 équipes. C'est pour ça. Bref, Los Angeles Galaxy 13e, qui s'enfonce et qui perd 3-1 contre Colorado, à domicile en plus. Le Colorado Rapids qui a marqué notamment grâce à un but de Kevin Cabral qui a bien montré son maillot, son t-shirt et son nom, hein, et qui a fait sa célébration devant les supporters de Los Angeles qui a marqué tout simplement put respect on my name, pardon. Je vais y arriver. Los Angeles qui s'est réveillé beaucoup trop tard, il y avait déjà 3-0. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu peux dire de ce Los Angeles? D'ailleurs, j'ai entendu le commentaire américain qui disait lors de son but, je pense que Kevin Cabral ferait beaucoup de bien à ce Los Angeles Galaxy là. Je Bah en pense qu'ils ont fait, raison, non? ouais, ils ont totalement raison. Bah en fait, c'est quand même terrible de se dire que en fait, on est sur le même schéma à tous les matchs quasiment où tu as une équipe proactive qui tente, qui se crée des T'as les occasions. stats du match? Bien sûr, je les mets tout Je de veux bien les voir, suite. tu vois, les stats. Ouais, je te les mets tout de Merci, suite. chef. Voilà, tu vois, t'as une équipe qui se crée énormément d'occasions,
qui tire énormément au but, mais qui n'arrive toujours pas à être efficace. Et malheureusement, on sait que dans le sport de haut niveau, l'efficacité, c'est quelque chose de très important. Et tant que ça restera comme ça, ils vont continuer en fait à s'enfoncer. T'as l'impression qu'ils sont dans une spirale infernale, dans un sorte de cercle vicieux qui se répète à chaque week-end, à chaque semaine, qui se répète et qui se répète. Et je sais pas, je les vois, je sais pas comment ils vont s'en sortir en fait. Parce que même avec le retour de Chicharito, au final, Chicharito pour l'instant, il a pas encore le rythme, il est pas encore totalement aussi décisif. Joveljic, c'est pareil. On sait pourtant que ça reste une valeur sûre qu'en sortie de banc. Là, il est pas aussi dangereux que ça. C'est compliqué. Là, ils ont besoin de force offensive. Et un joueur comme Cabral aurait fortement pu faire du bien à ce Galaxy. Ou en tout cas, ça aurait été une solution supplémentaire à envoyer pour pourquoi pas tenter de mettre des buts. En plus, tu rajoutes à ça des matchs ou des exclusions stupides d'un Caceres ou d'un Douglas Costa, il y a quelques matchs de cela. En fait, je sais pas, tout plonge, tout va vers le mal, tout est difficile, ça en devient limite ridicule. Ça en devient limite ridicule et triste pour une franchise comme le Galaxy, une franchise légendaire de ce championnat. Ça en devient totalement. En fait, j'ai l'impression de voir une équipe où genre il y a un script, t'es dans FIFA, t'as un script et tu peux rien faire en fait. Le script tôt ou tard il t'attrape et tu gagneras pas quoi. Tu vois. FIFA ou Football Manager, on connaît très bien. Et c'est fou quand je vois les stats là, je me dis waouh. En fait, c'est l'Espagne qui concrétise pas en Coupe du Monde. On dirait pas ça. Oh bah oui, parce que Je vois 2,27 G à 1, 64% de possession, 21 tirs à 10, 7 tirs cadrés à 5, 600 passes à 400. Mince. Voilà, il y a quand même un écart. Le match, il y a un énorme écart, sauf qu'il y a un écart aussi de réalisme. Surtout quand tu as un trio d'attaque. Enfin, quand je vois qu'il y a Joveljic, Chicharito et juste derrière eux, Ricky Puig, t'as ce qu'il faut, quoi. T'as le trio qu'il faut. Mais un manque de confiance, un manque de réalisme qui est criant et qui leur fait défaut. Parce que clairement, vu toutes les occasions qu'ils se procurent dans les matchs, vu comment ils jouent bien, finalement ils jouent bien. Tu vois, quand tu vois que tu fais 21 tirs, c'est que tu arrives à te créer des opportunités, que tu arrives à bien jouer. Mais il manque ce truc-là, il manque cet esprit qu'ils arrivent à tout faire rentrer, ce manque de chance. Bah, finalement, tu dis que ça peut être, s'ils avaient ça, ce réalisme-là, il pourrait être top 3 top 4 de la conférence, et qu'en fait, bah, finalement, ils sont avant-derniers, quoi. bah oui, ils sont avant-derniers et puis ce manque de chance aussi ça traduit aussi peut-être un souci institutionnel du club aussi quelque part. Tu te le remanges au visage avec les histoires de présidence, de coach, de supporters où tout n'est pas tout n'est pas sur la même longueur d'onde. Ben sur le terrain malheureusement ça se répercute malgré pourtant des joueurs volontaires, un effectif de qualité. T'as drafté un défenseur central en la personne de Jalen Neal qui est plus qu'intéressant, il fait partie des très bonnes satisfactions de ce début de saison en MLS. T'as Brugman, t'as Ricky Puig, au milieu de terrain, t'as de la technique, t'as de la qualité, t'as t'as des bons pistes, Ouais. t'as des bons latéraux, t'as des bons joueurs offensifs, mais ça veut pas. Je sais, franchement, quand je vois les matchs du Galaxy, en fait, je sais pas quoi dire, en fait. Je sais pas quoi penser parce qu'en fait, ils montrent de la personnalité, ils montrent de l'envie, ils se créent des occasions, mais au final, ça me marque pas et ça prend pas de points. T'as envie de faire un spécifique attaquant, mais même pas que attaquant, de toute l'équipe tous les jours en fait. Mais c'est ça. Tu as envie de travailler que l'attaque. Et pourtant, en plus, tu fais Et des spécifiques attaques avec des joueurs d'un moment qui n'ont même pas besoin. Un mec comme Chicharito, c'est un mec qui a marqué dans les plus grands clubs du monde. Donc, ouais, on rappelle son passage Real Madrid, Manchester United, West Ham. Qu'est-ce donc, qu'il a fait d'autre? Il a pas joué en Italie aussi?
Je suis pas... Moi, je me rappelle surtout du passage Manchester United, hein, forcément, en tant que supporter Oui, de bien United. sûr. Mais je sais pas s'il est Et passé par l'Italie. je sais qu'il a fait, oui, Real aussi. Ça, je me rappelle. Ah, Leverkusen. Ah C'est oui, c'est vrai, ouais, Leverkusen. c'est vrai. Et Séville. Ah, c'est lui, je me Leverkusen rappelle et pas. Séville. Voilà. C'est lui, je me rappelle pas. Mais voilà, donc tu vois, ça reste quand même un mec qui n'a pas besoin de faire autant de spécifiques attaquants que ça, tu vois. Je sais pas, Non, 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 non. je pense que c'est une Ah, spirale, je sais pas. c'est un mec qui a mis quand même 194 buts dans sa carrière. Parce qu'en plus, Voilà. tu vois le match le El Trafico, c'est pareil. Il pose des soucis au LAFC, mais malheureusement, il l'emporte pas. Ouais. Il pêche dans certains aspects du jeu, dans l'efficacité dans les deux surfaces notamment, parce que t'as le Colorado en face, qui cadrent la moitié de ses tirs, mais sur leurs 5 tirs, il y a 3 buts, il y en a 3 qui vont au fond, tu vois. Hmm. Et ça, c'est pas quelque chose à éluder au contraire, faut vraiment appuyer sur le côté expérience, compétitivité et efficacité dans les deux surfaces parce que c'est souvent là que une rencontre se gagne au final. Et est-ce qu'il faut changer peut-être quelque chose en défense du coup? Parce que bon, là, l'avant-dernier match, ils avaient eu. Non, il y a 2 matchs de ça, ils avaient eu Caceres qui avait été exclu. Là, il a rejoué. On rappelle il y a le français Koulibaly qui est là, mais il y a aussi notre autre franco-congolais, congolais, pardon, Chris Mavinga, qui était blessé lors du dernier match. Est-ce qu'il faut changer quelque chose en défense, à ton avis? Ouais, il était blessé sur les 3 derniers matchs, Chris Mavinga. Ou, ou même, j'ai une autre question. Désolé, j'ai 2 questions en une. Est-ce que tu penses que il faut qu'ils continuent comme ça et que juste leur laisser du temps, tu vois, même laisser du temps au coach, malgré les mauvais résultats, est-ce qu'il faut pas leur laisser le temps et se dire, au bout d'un moment, notre technique, elle va marcher, notre façon de manière de jouer, ça va marcher. Il faut persister. Un peu C'est comme à l'image tu vois, je sais pas, Arsenal, à l'époque, il y a 2 ans, je te rappelle pas, ils font un début catastrophique, 3 matchs, 3 défaites. On veut virer Arteta, et puis bon, on lui a laissé du temps, et voilà, il a montré cette année il y est arrivé. Est-ce que tu penses que ça peut faire la même chose en laissant du temps à l'équipe et au coach, que les résultats peuvent venir en fin de saison et peut-être même, pourquoi pas, l'année prochaine? Bah en fait, c'est difficile à dire parce que la défense, c'est vrai qu'elle bouge souvent parce que Caceres peut se prendre un carton, t'as la blessure de joueurs comme tu l'as dit, t'as l'intégration de Jalen Neal qui est un prospect de draft qui est très intéressant, qui fait partie des joueurs les plus prometteurs là, de ce début de saison, qu'il faut aussi installer petit à petit. Donc faut peut-être attendre aussi, peut-être attendre quelques matchs encore en plus, histoire que le- les automatismes se créent entre ces joueurs-là parce que au final tu gardes un socle offensif assez commun où ils ont l'habitude de jouer entre eux, Brugman, Rossi, Delgado, tu vois ces mecs-là ils ont l'habitude de jouer ensemble avec Ricky Puig, tout ça. Mais en fait le problème c'est qu'avec le nombre d'occasions que tu te crées offensivement, tu devrais en fait te mettre déjà à l'abri et peut-être donner aussi de la confiance à ton secteur défensif derrière parce que quand tu es défenseur, on sait très bien que la moindre erreur, en fait, tu la payes cash et ça fait but. Tu vois. Alors qu'un attaquant, il peut rater. C'est pas la même chose, tu vois. Donc il y a aussi peut-être ce juste milieu à trouver. Pourquoi pas peut-être donner un peu plus de confiance à cette défense si elle savait que avec les actions que ses coéquipiers se créent devant, ça permettrait peut-être plus de se mettre à l'abri et d'être un peu plus tranquille. Tranquille, parce que là, les défenseurs, en fait, ils se disent que on aura beau tirer 34 fois comme on le fait à chaque match, on sait très bien que ça peut ne pas suffire et qu'au final, on se retrouve à nous avoir vraiment les actions chaudes et à être concentré du début jusqu'à la fin, ne pas faire la moindre erreur parce qu'on peut payer cash nous de l'autre côté, tu vois. Donc c'est pas évident comme question. C'est pas évident. Ok. Je te l'accorde, je te l'accorde. Est-ce que, dernier mot, vite fait, un petit mot vite fait pour décrire la saison de Colorado Rapids ou pas? Ouais, Colorado, c'est particulier quand même.
je sais pas trop comment m'y prendre avec eux. Je sais pas trop quel style de C'est jeu seulement 2 victoires, hein. C'est c'est. seulement 2 victoires, 6 nuls et 3 défaites. Mais ça fait beaucoup de nuls en fait. Ça perd peu, mais ça fait beaucoup de nuls et ça gagne pas. Ouais, c'est pas. Je trouve pas ça très, très, très fort en fait. Je trouve pas ça très monstre. Y a pas de joueur, y a pas de gros joueurs qui ressortent de cette équipe. J'ai pas en fait. À part Cabral. Ouais, et encore, tu vois, je vois pas un joueur qui est Ouais, capable de faire passer un step en fait à cette équipe de Colorado. Je ouais, je suis pense que d'accord avec toi. ça va être une équipe honnête qui va être dure à manœuvrer parce qu'elle va d'abord, avant tout, s'appuyer sur une défense peut-être un peu plus solide et d'essayer de jouer en transition vers l'avant. Mais vraiment, je les vois pas faire partie des équipes qui vont donner le tempo, à cette MLS, hein. Vraiment, ça va être une équipe de milieu, voire fin de tableau, à tout casser. Ouais. Euh, du coup, d'ailleurs, en parlant de ça, tu parles de ça, je vois que c'est la troisième pire attaque de la conférence Ouest. Donc bon, c'est pas une équipe flamboyante. On passe au deuxième sujet de la journée. C'est Hein. parti. Let's go. Et on va passer donc le sujet sur les entraîneurs virés. Parce que je viens de voir que Nantes officialise du côté de la Ligue 1 le départ de Antoine Comboiré. Décidément, Donc, le timing bah, est incroyable. On a toujours un très bon timing chez c'est Showtime, ça. vous voyez. C'est... Et c'est Aristouille. Touille. Je sais pas. Est-ce qu'on prononce Écorche le pas son Y à la prénom, fin? s'il te plaît. Pierre Aristou. Ou Touille. Entraîneur des U19 et désormais nommé coach intérimaire de Nantes pour les 4 derniers matchs. Bref, nous, du coup, aussi, on va parler de coachs qui sont virés en MLS. Il y en a eu deux d'un coup, deux dans la même journée. C'est simple, les 2 derniers de la conférence Est se sont fait virer. Le premier à être annoncé a été donc Gerhard Struber, le coach des New York Red Bulls, qui paye sa dernière place de la conférence Est. 10 matchs sans victoire lors des 11 premières journées de MLS, c'est trop peu. Ils ont pris que 9 points en 11 matchs. Et en plus de ça, on rajoute le scandale du racisme de Dante Vanzer, qui n'a pas remplacé pendant le match, ou pas tout de suite. Il a attendu 20 minutes avant de le remplacer. Et pour certains fans de la franchise, la sanction a été trop faible envers Dante Vanzer, qui a été suspendu quand même de 6 matchs. Voilà, ça y est, le premier coach est viré. C'est dingue parce que je m'attendais pas à une saison folle de New York, tu vois, enfin, en tout cas des Red Bulls, mais je m'attendais pas à ce qu'ils soient derniers après, enfin, comment dire, surtout se faire dépasser par Montréal, qu'on en parlera plus tard, qui était vraiment le bon dernier pendant un très long moment. Ok, ils gagnent pas, mais c'est pas si. Ils font beaucoup de nuls, tu vois. Ils font beaucoup de nuls. Et je pense qu'ils ont 9 points, mais ils ne sont pas vraiment décrochés des autres, tu vois. Ils sont qu'à 3 points de l'Inter Miami qui est 10e. Ils marquent peu, en fait, mais ils encaissent peu de buts aussi, tu vois. C'est ça la différence, par exemple, avec un Montréal ou un Charlotte qui sont des très mauvaises défenses. Euh, Ils font beaucoup de matchs nuls, je pense. C'est ça leur problème, à l'image de Chicago aussi, tu vois, ou de Toronto. Et il leur manque. S'ils font beaucoup de matchs nuls, c'est qu'ils arrivent quand même à bien défendre. Mais il leur manque ce petit truc pour faire la différence en attaque. Et mine de rien, je pense que l'absence de Dante Van Zer, ça leur fait du mal, tu vois. Ouais, franchement, je dirais que en fait, il te manque pas mal de pions essentiels parce que je vois là, je regarde sur le match contre Philadelphie, t'as un 2 3 t'as 6 blessés. T'as Oui, aussi, ouais. 6 blessés, tu vois. Bon, c'est pas des joueurs non plus qui marquent et qui sont énormément décisifs. Quand même, tu perds Lewis Morgan, par exemple, l'Écossais qui est blessé, qui la saison 2022 finit quand même à 15 buts. 15 buts en 33 matchs, tu vois. Ouais. Donc ça reste quand même des blessures assez compliquées à pallier. En plus, si derrière tu perds Dante Van Zer, derrière avec cette histoire de racisme en plus,
Ça veut dire, en fait, t'as pas de force de frappe devant. T'as pas de force de frappe. Et on va pas se mentir, l'équipe, qualitativement, elle est très, très en deçà des standards de ce qu'on avait connu auparavant avec un Wright Phillips, avec un Thierry Henry du côté des Red Bulls. On est vraiment dans un moment difficile, un moment dur où il va falloir essayer de piocher, trouver des bonnes pioches, de se de se retourner vers la jeunesse. Pourquoi pas aller chercher des joueurs en MLS Next Pro, par exemple, aller chercher par de la draft. Là, je pense qu'on arrive sur un moment où New York va vraiment manger son pain noir. Et puis, enfin, avec ces histoires de racisme, ces histoires qui parasitent, qui n'ont hors football, qui viennent parasiter le rectangle vert derrière. Il était temps que, il était temps que la franchise fasse quelque chose. À commencer par virer son coach, peut-être que avec un autre coach, ça va peut-être donner une nouvelle dynamique, un nouvel élan. Pourquoi pas aller, ne pas terminer dernier, c'est de grappiller peut-être deux trois places, tu vois. Mais franchement, Ouais, tu parles de nouveau coach. Le nouveau coach sera Troy Lesson, c'est ça. l'ancien coach de New Mexico United de 39 ans. D'accord. Voilà. Je sais pas du tout ce que ça donne. On verra. Mais écoute, voilà. Après, tu parles d'attaque. C'est vrai que ils avaient le recrutement de Cory Burke aussi cette saison à l'intersaison. L'ancien de Philadelphie, qui avait fait une saison plutôt honorable l'an dernier du côté de Philadelphie avec 8 buts et 5 passes décisives. Et ben lui aussi, il a mis qu'un seul but. À côté, en pointe, ils ont mis Elias Manoel, le Brésilien, qui a mis qu'un but cette saison aussi. L'an dernier, il en a mis que deux, tu vois. Il a que 21 ans. Donc c'est jeune, il a encore du mal à prendre ses marques. Ouais, c'est un peu poussif du côté de New York. Ouais, c'est totalement poussif, hein, et vivement le retour de Morgan, peut-être. Je sais pas quand il revient de sa blessure. Mais un mec qui t'a planté 18 pions l'an passé, 15 pions, pardon, l'an passé, ça fait déjà tout de suite un peu plus de poids. À côté, t'as cité les joueurs qui avaient peut-être entre 5 et 8 buts à la saison, en plus des 15 buts d'un attaquant. Ça fait tout de suite un peu plus ça apporte tout de suite un peu plus de danger, un peu plus d'efficacité devant le but, forcément, tu vois. Là, ils sont trop malheureux, ils sont orphelins en fait d'un mec qui est capable de finir les actions et de mettre des buts pour apporter les points. Parce que, de toute façon, dans un championnat comme la MLS où il n'y a pas de descente et de montée, les équipes sont un peu plus décomplexées. On sait très bien que ce qui va faire la différence en vérité, c'est d'avoir énormément de. Que soit la marque elle soit répartie de manière plutôt large avec plein de joueurs capables de mettre entre 5 et 10 buts, ou alors d'avoir une force de frappe qui te met entre 15-20 buts, tu vois. Et de l'autre côté, avoir un gardien qui est capable de te faire des clean sheets. J'aimerais bien voir le gardien Carlos, est-ce qu'il a déjà fait un clean sheet cette saison? Je pense pas, hein. Bah, ici, ils font pas mal de matchs nuls, sûrement. Non? 1-1, 2, Euh, 1-1, non, c'est rare, hein. Je crois pas, hein. Il en a. Allez, il a Même fait un pas. clean sheet. Il a fait un clean sheet cette saison. Il a fait Ah. 0-0 contre Nashville. Mais c'est tout. Sinon, il a toujours pris un but. Donc, ouais, voilà. Il manque réellement de ce qui fait la différence dans les matchs à haut niveau, hein, c'est pareil qu'on en parlait pour Colorado ou le Los Angeles Galaxy avec les deux surfaces. C'est malheureusement ce qui se passe pour New York, hein. Ça pêche dans les deux surfaces avec un gardien qui malheureusement n'arrive pas à accrocher des clean sheets ou à faire gagner des points à son équipe. Et de l'autre côté, tu as du mal à avoir des joueurs capables de marquer et de faire gagner ton équipe. C'est aussi simple que ça. Ok, chef. Merci pour ce décryptage sur le New York Red Bull. On passe à la prochaine équipe. Et le prochain coach, de deuxième coach qui s'est fait virer consécutivement Je coup pense que sur coup, tu, là, je pense que tu c'est pourras en parler un peu. Là, tu pourras beaucoup plus te lâcher, là, Romain.
Ouais, bon, je pense qu'on en a déjà un peu parlé dans les précédents MLS Show de Ezra Hendrickson, donc, qui est le second coach viré, le coach des Chicago Fire, qui sont désormais 14e de la conférence Est, donc avant-dernier. C'est dingue parce qu'ils étaient bien placés aux portes, même en playoff, tu vois, ils étaient aux alentours de la 8e place avec un match en moins pendant 4 5 6 journées. Ils étaient pas mal, on se disait, ah, il y a possibilité. Et puis là, boum, ils ont encaissé deux revers durs, durs à encaisser, notamment ce fameux 2-1 contre Atlanta où ils reviennent à un partout à la fin du match et ils encaissent le but de la défaite à la toute fin du match. Donc, leur bilan cette saison, c'est pas fou. C'est 2 victoires, 5 nuls et 3 défaites. Alors, tu as 5 nuls quand même. Donc, tu dis que ça peut pencher du bon côté de la balance, tu vois, un peu comme New York. Mais tu que 2 victoires, en fait. Tu vois, tu pas beaucoup de défaites, mais tu que 2 victoires. Tu que 11 points en 10 matchs. Et une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Je pense que c'est ça qui a fait pencher la balance aussi. Au total, j'ai mis le bilan de Ezra Hendrickson avec Chicago depuis l'an dernier, depuis 2022, depuis la saison 2022 où il était en poste. C'est 13 victoires, 14 nuls et 19 défaites. Donc on voit qu'il a plus de défaites que de victoires. Et il sera donc remplacé par Frank Klopas, l'ancien coach intérimaire, non, l'ancien coach même de l'Impact Montréal, donc du CF Montréal désormais, qui sera désormais en intérim. Hum, que dire de Chicago? On en a déjà, comme j'ai dit, on en a déjà un peu parlé auparavant. On sent qu'il y a plusieurs matchs où la balance elle peut basculer du bon côté. Notamment, ils arrivent à soit revenir dans le match et retourner la situation, soit arriver à faire un bon résultat, puis patatras. Ils encaissent toujours un but qu'il faut pas, tu vois. Et derrière, ben, soit ils perdent le match, soit ils se font égaliser alors qu'ils avaient à la base obtenu un bon résultat. Et c'est leur gros défaut cette saison qu'ils n'arrivent pas à tenir le score. Et je pense qu'une fois, à partir du moment où ils arriveront à faire ça, ben, ça ira mieux. Après, il y a eu pas mal de blessés. Shakir était blessé en début de saison. Là, il revient. Mais il n'est pas fantastique pour le moment. Même au milieu de terrain, ils avaient des blessés. Euh, voilà, je pense que quand Navarro sera bien installé, Mueller aussi sur le côté, avec Shaqiri, avec Alvin Kamara en pointe, tu vois. Le problème, c'est que bon, ils sont obligés de dépendre sur Alvin Kamara qui a 38 ans, ok, qui a un score hors pair, mais il n'est pas tout jeune. Et après, Bisco en attaque, il fait pas le taf devant, tu vois. Et puis le petit jeune gardien de 18 ans, c'est pas Gaga Slolina encore, hein. Il a encore un peu de mal, tu vois. Il fait encore des erreurs. Après, les jeunes, c'est bien, ils lui font confiance, mais il fait pas mal d'erreurs. Ouais, moi, ce que je pense, je mettrais la lumière sur. En fait, c'est une équipe encore dans un entre-deux, un peu, où tu as de la jeunesse. On a tenté de faire un mélange entre jeunesse et expérience. Et en fait, tu subis malheureusement les mauvais côtés de cette jeunesse. De la jeunesse. Ouais, en fait, tu te prends en pleine gueule ces soucis-là. La constance dans un match où ils sont capables de disparaître pendant 20-25 minutes, ou dans les moments clés des rencontres, ils n'ont pas le coffre, l'expérience et la personnalité pour rester concentré sur 90 minutes. Et ça c'est généralement la marque des équipes encore un peu en manque d'expérience, un peu jeunes, qui se font avoir avec peu de métier encore, tu vois. Et malgré un Kei Kamara qui a 38 ans, malgré un Shakiri Ah qui oui, est. j'ai dit Alvin Kamara, je Ouais, sais pas c'est ça. Ouais. pourquoi. Mais Je tu pensais à un vois, autre joueur, je pense. malgré ces mecs-là qui sont censés t'amener cette expérience-là, ça suffit pas. Ça suffit pas. Ils sont encore dans un entre-deux où je pense que faut mettre un processus en place où peut-être tu vas peut-être voir les fruits de ce processus-là dans les 2 années, 2-3 années à suivre, tu vois. L'exemple de Brady, le gardien, qui montre qu'il a du potentiel et des qualités,
mais qui montre aussi par son côté inexpérience, par des erreurs, par des moments de faiblesse. Et en fait, c'est vraiment ce mot-là, en fait. C'est inexpérience qui me revient quand je parle de Chicago. Et c'est ce que, malheureusement, Hendrickson paye aujourd'hui en laissant son poste au profit de Frank Klopas. C'est clair. Tu parlais de jeunesse pour le dernier 11 de Nashville. C'est face à Nashville où ils perdent 3-0, dont notamment sur 2 pénaltys. Tu vois, c'est assez honteux de prendre 2 pénaltys. Voilà, Donc, bah tu vois, ils on ont en pu. parle à l'inexpérience, tu vois. Exactement, c'est totalement ça. Tu prends 2 pénaltys, tu prends un triplé de Mouktar, mais parce que voilà, tu lui donnes 2 buts. Euh, je vois le 11 là. Par exemple, ils ont Georgios Koutsias, attaquant grec, à côté de Pribzelko. C'était seulement son 4e match de la saison. Il n'avait jamais joué à Chicago auparavant et quasiment en pro, tu vois. Euh, T'as Acevas qui a 23 ans, un Mexicain qui est assez jeune, qui avait très peu joué l'an dernier. T'as Dean, côté droit aussi, qui est jeune, oui, non, 25 ans, mais qui jouait qu'auparavant, en 2022, il jouait qu'en deuxième division américaine, du côté de Birmingham, tu vois. Homsberg, l'attaquant, non, non, c'est pas lui que je voulais voir, pardon. C'est pas Homsberg, c'est Burks, ouais, Kendall Burks, 23 ans, mais c'est que l'an dernier, il a joué que 4 matchs en pro. Sinon, il n'avait jamais joué en pro auparavant, il avait joué que du côté des jeunes de Nottingham. Brady, bien sûr, forcément, qui est très jeune. Puis aussi, tu as eu Navarro qui a 23 ans, mais qui a joué que 4 matchs cette saison, qui était blessé en début de saison. Donc voilà, ça fait effet, ça prouve qu'il y a une trop de jeunesse. Et puis, tu as quelques blessés encore. Tu vois, tu as Carlos Terran qui était blessé aujourd'hui, le dernier match, pardon. Et puis, c'est qui Victor Bezzera aussi, qui est C'est blessé dommage quasiment. d'avoir acheté un joueur comme Arnaud Souquet qui est rompu à la Ligue 1, rompu à des matchs de haut niveau quand même, parce que la Ligue 1 ça reste quand même le top 5 championnat européen. C'est dommage de ne pas trop le voir plus que ça titulaire aussi, tu vois. Bah, il est titulaire, hein, 9 matchs. Il a joué 9 matchs. Il a fait 3 passes décisives, mine de rien. Bah voilà, bah là, ce jour-là, sur le dernier match, il est sur le banc, Ouais, il est sur le banc. il rentre pas. C'est Ouais, do- il y c'est a, compliqué, c'est c'est bizarre. vraiment un noyau de jeunes, ou des jeunes joueurs peut-être entre 23 et 26 ans, mais qui n'ont pas vraiment eu d'expérience dans des championnats référencés, tu vois. C'est encore leur premier pas, ou ils n'ont pas joué énormément de matchs auparavant au très haut niveau, et ça se paye, ça se paye et ça se remarque tout de suite quand tu les vois jouer. L'exemple parfait, c'est Atlanta. Hmm. Tu ne dois jamais. Tu réussis à accrocher l'égalisation, tu ne peux pas derrière te prendre un but et perdre à la toute dernière seconde de la rencontre. Tu vois, C'est ça clair. c'est quelque chose où d'un moment avec de l'expérience, avec des matchs joués, tu le sais ça. Et malheureusement non, tu vois. Donc c'est vraiment de la jeunesse. C'est vraiment la jeunesse. Et puis faudra pas attendre grand chose de Chicago, je pense, que d'ici 2 3 ans pourquoi pas faire quelque chose d'intéressant, ou pourquoi pas sur une fenêtre de mercato éventuelle, pourquoi pas aller se renforcer en allant chercher de l'expérience quelque part, tu vois. Ça peut aussi, pourquoi pas tout changer. Donc faut Bah, voir même, comment. même Mercato estival, tu vois, c'était pas trop loin des places de playoff. Là, au prochain Mercato, il suffit que tu arrives à prendre un vrai buteur pour accompagner Camara à la place de Prebesco, parce que j'ai du mal vraiment à Prebesco. Et l'autre, le grec, le jeune grec, il est encore trop jeune et trop faible, tu vois, pas assez haut niveau. Donc, bon, écoute, j'espère que ils vont faire la différence, pourquoi pas au mercato. Et puis, avec l'intérimaire, on ne sait jamais, il peut donner confiance aux jeunes. Et puis, les jeunes, ça peut exploser aussi, hein, ça peut enfin prendre de l'expérience et ça peut faire du bien. Je pense qu'on a tout dit sur Chicago, non? Ouais, on a été complet. Vas-y, on va passer au prochain sujet. Let's go, ça part. Le prochain sujet qui est donc le Montréal FC, CF, pardon, et Charlotte, pardon,
qui se relancent. Les deux équipes qui étaient en grande difficulté dans la conférence Est, pardon, que dis-je, qui étaient aux 2 dernières places auparavant, avant New York et Chicago, et qui se relancent. Alors attention, ils sont que 11e et 12e, mais ils sont sur une petite série sur les 3-4 derniers matchs qui est assez intéressante, et enfin, ils lancent leur saison. On va commencer par donc euh, Montréal, pardon. Le CF Montréal contre Orlando City qui s'est imposé 2-0 ce week-end. On peut voir qu'ils ont été assez dominés, en tout cas dans le match, 7 tirs à 13, mais ont été plus efficaces en termes d'expected goals et en termes de tirs cadrés, clairement. Euh, je pense que c'est surtout enfin leur saison est lancée. Tu peux lancer la prochaine slide pour qu'on voit pourquoi et comment ils ont lancé leur saison. Alors, pourquoi et comment, je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Alors ça, c'est sur le dernier match contre Orlando, on a vu qu'ils ont gagné 2-0. Ils ont inscrit 2 buts coup sur coup quasiment dans l'espace de 4 minutes en deuxième mi-temps, un contre de Johnson, puis un but de Kyoto. Et tu peux lancer la slide d'après ensuite, Thomas, s'il te plaît. Ça arrive. Ah, je vois ça, t'inquiète. Voilà, c'est surtout une série sur les 6 derniers matchs. Enfin, les 3 derniers qui sont lancés, et on a voulu vous prendre le contraste sur les 6 derniers matchs, c'est-à-dire qu'avant, entre la J6 et la J8, c'était 3 matchs, 3 défaites, 3 défaites surtout assez infligeantes, hein, avec 10 buts encaissés pour 0 marqué, dont un énorme revers contre le rival canadien Vancouver. Et puis, et puis, depuis ce match contre New York Red Bull, donc les malheurs des uns fait le bonheur des autres, visiblement. Parce que depuis, Red Bull a plongé et Montréal, au contraire, est monté sur une pente ascendante, comme l'indique le titre. Depuis une victoire 2-0, enfin lancé grâce à un but du français, si je dis pas de bêtises, ou du canadien, je sais plus de quelle nationalité il est. Le jeune joueur qui met un but décisif pour Montréal. Attendez, je vais retrouver ça. Dans quel match? Dans ce match contre New York. Le but à la fin, qui c'est qui le marque? C'est Chaunière, voilà. Mathieu Chaunière, le Canadien. Chouanière, pardon. Il est Canadien, voilà, Ouais, c'est en ça. plus, ça, c'est ça. En plus, C'est un pur produit du Canada. c'est ça. Et puis, ça fait partie aussi vraiment de la force de Montréal qui se situe dans son milieu de terrain avec Wanyama et Chouanière qui ont une vraie complémentarité, tu vois. Et Oui, ce qui est fort en fait avec Montréal, même si on savait que changer de coach allait être difficile après une saison aussi flamboyante que tu as fait la saison dernière, forcément les préceptes ne sont pas les mêmes, etc. Mais il reste encore des secteurs clés où Montréal peut dominer dans les matchs, notamment au milieu de terrain. Et puis surtout ce que j'ai aimé avec Montréal, c'est qu'ils ont été actifs. C'est que sur les 4 derniers matchs, ils ont acheté un petit milieu de terrain, un petit format, un petit joueur de poche qui s'appelle Duke, Bryce Duke, mmh, si je dis pas de bêtises. Et ouais, c'est ça. ce joueur-là, en fait, il a ramené aussi quelque part du danger. Il aime provoquer. Il arrive à créer des occasions. En fait, en 4 matchs, c'est devenu limite le dépositaire du jeu, tu vois, offensif de Montréal. Et ça, ils n'avaient pas, en fait, avant. Ils n'avaient Ah pas ce ben, mec-là. c'est simple. Lui, il est arrivé, il a joué, il est arrivé sur les 4 derniers matchs, il a fait 4 buts. Donc, c'est simple. Et puis, t'as Romel Kyoto qui revient, là, qui a marqué pour son retour. Bah, Je j'allais sais. dire, il a failli, pardon, excuse-moi, je te coupe, il a failli connaître que la victoire à Montréal, mais il a joué son premier match face à DC United où il s'incline 1-0. Et depuis, c'est 4 matchs, 4 victoires, et il est titulaire à chaque fois. Il fait une passe décisive sur le match contre le Sporting. Et c'est vrai que tu as raison, Bryce Duke, c'est vraiment intéressant cette saison. Ouais, ouais, et ça montre Il vient de Miami. que Montréal travaille. Tu vois, ça montre que Montréal a travaillé et qu'ils ont continué à chercher
des solutions pour changer tout ça. Alors que comparé à un New York Red Bull où ils s'enfoncent dans leurs soucis, où t'as pas l'impression qu'il y ait une tentative de, de changement, une volonté de vouloir faire bouger les choses, de trouver, de travailler pour essayer d'avoir un joueur comme ça qui puisse faire une jolie différence. Et Ouais. Montréal le fait par Bryce Duke qui, moi, vraiment m'a bien plu sur les derniers matchs que j'ai vus de Montréal. Franchement, ça a l'air d'être une bonne pioche. Après, du coup, pour revenir à leur série, donc ils ont commencé à lancer cette série contre New York, puis ensuite contre Sporting Kansas City. Encore une fois 2-0. Et enfin, le dernier match contre Orlando, ils regagnent à la maison 2-0. Donc, 3 matchs, 6 buts inscrits, 3 fois 2-0. Donc, aucun but encaissé. Surtout, ça fait du bien au moral pour la défense quand tu avais enchaîné 10 buts en 3 matchs. Euh, Après, attention. Attention, là où je mets le point d'interrogation et le warning, c'est que les 3 victoires qu'ils ont fait, c'est quand même New York, qui était dans le fond du classement et qui est désormais dernier, Sporting Kansas, qui est dernier de la conférence Ouest, et Orlando, qui fait le yo-yo entre fin de playoff, pas playoff. Bon, pour le moment, depuis le début de la saison, ils sont en playoff Orlando, mais ils sont autour de la 8e, 9e, 7e place, grand max. Mais voilà, ils sont pas allés plus haut, tu vois. Ils sont jamais allés 4e, 5e. Ils sont jamais allés titiller le haut du classement. Donc, c'est peut-être des victoires qui leur font du bien, mais des victoires un peu faciles, non? Contre des adversaires, en tout cas, qu'il fallait gagner. Ouais, des adversaires contre lesquels il fallait gagner parce que, notamment à domicile, on sait que Montréal, l'année passée, était une équipe assez redoutable. Donc Ouais. c'était difficile d'aller chercher quand même des points chez eux. Là, sur la série de matchs que tu... Pardon. Eh ben. Un petit problème de voix, désolé. Ouais, sur le petit enchaînement de matchs, là, sur les 4 derniers matchs, t'en as 3 que tu joues à domicile. Tu vois, et sur les 3 que tu gagnes à domicile, t'en remportes 2. Donc ça reste positif pour aborder... putain. Pour aborder la suite du championnat, parce que là, je vois le calendrier, ils vont recevoir Toronto, je parle en MLS, hein, parce qu'ils vont les recevoir en Championship au Canada aussi. Ils vont recevoir Toronto, ils se déplacent à Cincinnati, ils se déplacent à New York à nouveau, puis ensuite ils reçoivent l'Inter Miami, et enfin ils se déplacent à DC United. Donc là, sur ces matchs-là, il y a possibilité de faire des points et d'accrocher des points pour continuer cette série positive. Et Voilà. tu sais que je viens de voir leur forme à domicile et à l'extérieur. En fait, Montréal est le Golden State de l'équipe de MLS. C'est simple, c'est une visage. On aurait même pu faire un slide sur ça. Une équipe à deux visages, en tout cas, puisque à domicile, c'est 4 matchs, 3 victoires, une seule défaite. Alors qu'à l'extérieur, Montréal, c'est 5 défaites et une victoire. Voilà pourquoi elle a peut-être du mal. Et je pense que le fait qu'elle va avoir plus de matchs à domicile dans les journées à venir va peut-être pouvoir continuer à la relancer. Deuxième équipe, deuxième franchise qui se relance en ce moment, c'est Charlotte. Charlotte qui a gagné aussi ce week-end contre New York City, qui a eu chaud, qui a eu très 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 chaud. On peut voir que les stats n'étaient pas spécialement en leur faveur, tu vois. Moins d'XG, moins de possession, moins de passes, kiff en nombre de tirs, moins de tirs cadrés. C'est ça, ils ont eu 3 tirs cadrés, 3 buts. Mais du réalisme qui leur manquait peut-être depuis le début de la saison. Et un certain Enzo Copetti. Copetti, voilà, j'ai cherché son nom, je voulais pas faire d'erreur. Enzo Copetti qui a été assez bon. D'ailleurs, il a même été élu dans l'équipe de la semaine. Et une victoire qui leur fait du bien. Tu peux nous montrer les buteurs, Thomas, s'il te plaît? Bien sûr, bien sûr. Et ouais, une victoire qui leur fait du bien, parce que Charlotte, ça reste une équipe qui, malgré quelques lacunes techniques, va tout faire pour compenser par une attitude irréprochable sur le terrain.
une attitude combative, avec un joueur comme Copetti qui est vraiment qui adore les duels, qui adore les duels, qui adore se battre, qui adore être à la retombée des centres. T'as un joueur comme Josviak aussi qui, sur son côté, est un petit dragster qui n'arrête pas de tenter les 1 contre 1, de jouer des 1 contre 1, de centrer, d'amener du danger. Et t'as aussi un Swiderski pareil qui est dans la même lignée que ces deux-là. Et en fait, avec ce trio-là, ils arrivent quand même à se créer des occasions et à de temps en temps aller remporter des matchs. Et ils remportent des matchs avec des scénarios où ça reste quand même assez serré, assez étriqué. Donc ça montre que l'état d'esprit, en tout cas, il est présent pour cette équipe. Et que si Charlotte veut s'en sortir, il va devoir passer par ce côté combatif et ne pas laisser cet aspect-là tomber. Tu parles de côté combatif et d'état d'esprit. C'est totalement ce qui s'est passé lors du dernier match face à New York. On a pu voir que 2 fois elle a mené au score, 2 fois elle a été reprise au score par New York City qui a pas lâché. Mais à la fin, Charlotte l'a- a gagné le match et l'a emporté, voilà, cherchez le mot, sur un contre-cancer de Ledesma. Mais c'était une action bien provoquée, en tout cas de la part de Charlotte. Et grâce à ce doublé de Copetti, ils ont su faire la différence. On peut voir aussi sur la prochaine taille leur état de forme. On peut voir que sur les 4 derniers matchs, c'est plutôt pas mal, hein. C'est un bilan de 2 victoires pour une seule défaite et un match nul. Donc voilà, à la journée 8, ils ont commencé par un match nul face à Colorado à domicile. Ensuite, ils ont gagné face à Columbus, qui n'était pas donné Très à belle tout le monde. victoire, très belle victoire. J'ai Exactement. vu ce match-là et on était vraiment dans les préceptes qu'on a dit en fait. C'était vraiment de la combativité parce que ils ont su faire le dos rond, ils ont su faire tenir le résultat parce que Columbus a poussé en fin de match. Mais ils se sont montrés déterminés, à l'image d'un Josviak ou d'un Swiderski qui étaient vraiment tu vois, qui ont mis de l'envie et de l'intensité, tout simplement. Ils gagnent des matchs, ils gagnent leur match au courage. Ils gagnent leur match au courage, tout simplement. Totalement. Et puis, lors de la journée 10, bon, ils ont pris un lourd revers face à DC United à l'extérieur. Mais ils se sont repris, voilà, face à New York City. Ils ont montré qu'ils avaient l'état d'esprit. Euh, Désormais, Charlotte, c'est classé actuellement à la 11e place. Non, attends, je dis des bêtises. Je regardais le classement à domicile, en fait, c'est pour ça. C'est 12e place, pardon, juste derrière Montréal. C'est 3 victoires, 3 victoires seulement, mais c'est 3 victoires sur les 4 derniers matchs, quasiment. Donc, non, pardon, 3 victoires, dont 2 sur les 3 derniers matchs. 3 nuls et 5 défaites, mais c'est malheureusement une grosse lacune en défense, pire défense de la MLS, même 21 buts encaissés au total. Ça va être leur gros point noir, mais ils peuvent se relancer. On l'a vu que ils ont encaissé au final sur les 3 derniers matchs, bon, beaucoup de buts, tu vois. Ils ont encaissé 2, 5, 7 matchs c'est vrai, ouais, je vais y arriver. 7 buts en 4 T'inquiète. matchs. C'est bon, c'est la fatigue, tu vois. C'est à force. Ça fait quand même 1 heure 1h07 qu'on est en live, tu vois. Donc on parle beaucoup, mais du coup, ça fait 7 buts en 4 matchs. C'est encore leur gros problème. Mais bon, ils arrivent à gagner face à Columbus et finalement, ils sont assez solides mentalement à domicile. On voit qu'il y a quand même une bonne ambiance au stade de Charlotte, hein. On rappelle qu'ils jouent à l'US Bank Field. Attends, je vais te dire ça. Je sais plus c'est quoi le nom, mais je sais que c'est un truc avec Bank. Bref, c'est le stade des Panthers de Carolina. Ça, je sais. C'est comme à l'image de Chicago, des Chicago Fire qui jouent dans le match, dans le Soldier Field. Il joue au Bank of Bank America of Stadium. America. C'est C'est ça. ça? Ouais, Bank of Bank of America. Tu vois, je America savais qu'il y a Stadium. une histoire de banque. Voilà. Ben, à l'image des Chicago Fire qui jouent au Soldier Field, le stade des Chicago Bears, je crois que Charlotte est la seule équipe à jouer dans un stade de football américain.
Donc c'est un grand stade, donc ils peuvent accueillir du monde, c'est sympa. Après, Ouais, ils il y a une ferment, je crois, ferveur. Il y a une belle voilà, ferveur dans le stade. On sent que ils sont poussés par leur public et puis ça rajoute au folklore et à tout l'environnement du côté combatif de, qui fait partie de leurs valeurs et de leurs forces à Charlotte. C'est que tu as aussi le public qui contribue et qui met du sien pour encourager ses joueurs. Et puis la grinta d'un Copetti devant qui se bagarre sur tous les ballons en mort de faim. Devant, et puis qui est aussi a un bon sens du but au final, hein, parce que il met des très jolis buts. Le but qu'il met là contre New York City, c'est un bon déplacement où il se retrouve à la retombée d'un centre à ras de terre où il a juste à finir avec un joli plat du pied. Non, non, ça reste quand même un très très bon joueur je me rappelle aussi d'un match contre Saint-Louis où il marque contre Saint-Louis notamment. Bon, derrière, je crois qu'ils se font remonter et qu'ils perdent. Mais ils avaient quand même aussi posé des soucis à Saint-Louis en début de saison. Donc, non, non. C'est une équipe qui va, quoi qu'il arrive, peu importe les matchs, va continuer à être combative et va se créer des occasions. Je me rappelle aussi d'un match contre Atlanta où malheureusement ils ils sont prennent plombés. 3-0. Ouais. Ouais, ils sont plombés par leur défense qui fait des erreurs inadmissibles à ce niveau-là. Mais devant, Sur une Josviak, grosse etc. lacune. Josviak, Swiderski et Kopecky, tu les as beaucoup vus. Tu les as beaucoup vus mettre en danger la défense d'Atlanta, se créer des occasions, tu vois. Donc c'est vraiment réussir à régler ce souci défensif. Peut-être en changeant quelque chose, peut-être un changement de dispositif, ou peut-être un changement de joueur, un changement de poste directement. Mais Peut-être jouer à 5 derrière, tu vois. Charlotte peut vraiment basculer. Je pense que la bascule peut se faire très rapidement s'ils arrivent à trouver juste le bon équilibre défensif. Tu parlais de ferveur populaire. C'est vrai qu'ils sont quand même à 30 000, entre 30 et 32 000 personnes par match à chaque fois. C'est quand même intéressant. Donc, tu sais que le premier match à domicile de la saison contre New England, ils ont accueilli 69 000 personnes. C'est dire qu'il y a quand même une très bonne ferveur et je pense que beaucoup d'équipes aimeraient remplir leur stade de 30 000 personnes du côté de Charlotte. Ça peut très rapidement devenir une équipe sur laquelle tu peux te casser les dents, hein. Si ça se solidifie bien, ça peut vraiment être un déplacement périlleux Et puis on rappelle dans que une saison. c'est que leur deuxième saison en MLS et que tout le monde, quand une équipe est franchise d'expansion, tout le monde n'est pas le Saint-Louis City. Voilà, c'est clair. Dernier sujet qu'on va parler, c'est sur Los Angeles et le San Jose Earthquake. Alors, San Jose Earthquake, par contre, c'est dommage, tu m'as pas mis le score, mais bon, je l'ai bien compris, c'est qu'a gagné Ah, 2-1 face avec à une... Los Angeles FC. Los Angeles FC qui a perdu son premier match de la saison en MLS. Euh, c'est un comment dire, une grosse surprise, non? Un peu. Que Grosse San Jose, surprise. Attention, je regarde, j'ai normalement une stat, je vais voir si c'est la bonne. Non, c'est vas-y. celle-là, c'est celle-ci. Je te mets, regarde. Une surprise, oui et non. Regarde, une surprise, oui et non, parce qu'au final, c'est la cinquième fois que le LAFC échoue et perd contre San Jose en déplacement. C'est la cinquième défaite du LAFC sur cette pelouse. Tu C'est vois? fou. Ça veut dire que ils arrivent pas à gagner chez leurs voisins californiens, en fait, c'est ça. C'est vraiment le terme bête noire leur va très bien, tu vois. Moi aussi, je pensais que c'était juste un petit à-coup, etc. Mais en faisant mes recherches, je me suis rendu compte, j'ai vu que non, au final, c'est vraiment un savoir-faire de San Jose qui arrive à contrecarrer cette équipe du LAFC. C'est vraiment une belle statue. On a sorti ça intéressante en vrai. Même, je pense qu'on peut, si tu veux, là, je peux calculer en attendant, pendant que tu nous parles du match, je peux te calculer en attendant le bilan entre San Jose et Los Angeles, ça peut être drôle. Alors bah, je vais mettre, je vais mettre la slide avec les statistiques de la rencontre, où on voit qu'au final, San Jose a totalement mérité sa victoire et a totalement maîtrisé sa rencontre. Euh, Réussir à limiter le LAFC, qui est une sacrée force de frappe offensive, à seulement 0,96 d'XG,
Ça reste une très belle performance, ça reste une énorme performance. Euh, tu as concédé des frappes malgré tout parce qu'on sait que le LAFC est une équipe offensivement dotée, même dotée d'un niveau supérieur comparé aux autres équipes de MLS. C'est clair. Mais San José, avec ses vertus, avec ses valeurs, on sait que c'est une équipe quand même solide, difficile à bouger. Et tu as aussi des joueurs qui, eux, quand ils ont les occasions, sont efficaces. À l'image d'un Jérémy Ebobissé qui peut prendre feu et marquer très rapidement dès que la balle est dans la surface de réparation. Mais tu as surtout un joueur qu'il faut mettre en exergue sur cette rencontre pour San José et sur ce début de championnat. Christian C'est Espinoza. exactement, c'est Christian Espinoza qui est juste là avec cette merveilleuse slide. Je ne sais pas si elle est arrivée sur le live. Si, c'est bon, elle est arrivée sur le live. Ah bah voilà. 7 buts en 6 matchs. Il est sur un début de saison où il peut largement être MVP. Ouais, Ici, il ouais. continue Et sur ben ses- justement, c'était un duel de MVP entre Denis Bouanga et Christian Espinoza. Denis Bouanga, de toute façon, il a quand même réussi à trouver le chemin des filets avec une C'est petite fou. erreur, etc. Mais Christian Espinoza a vraiment marqué le match de tout son talent, en fait, de par de la création d'occasions, de par la technique qu'il est capable de produire, les contrôles, il perd très peu de ballons. Et puis, dans les moments décisifs, les moments clés, il a su être là, il a su mettre les buts qu'il a fallu pour donner la victoire à San José derrière. Et il est le grand artisan de ce début de saison tonitruant de la part de San José. Il s'installe très clairement dans les têtes de série de cette conférence. Et je pense que c'est parti pour durer au vu de la solidité et de, du côté efficacité dans les deux surfaces. Tu sais, J'ai déjà en parlé beaucoup d'efficacité dans les deux surfaces, mais là, San José nous le démontre clairement. En tout cas, ils ont la force de frappe nécessaire devant pour mettre les buts. Et on sait que c'est ce qui compte. pour appuyer tes propos et pour donner des stats et pour appuyer tout ça, tu sais, ce qui est assez fou avec Christian Espinoza, c'est qu'à la base, c'est un vrai passeur. Et à l'heure actuelle, là, en seulement 11 matchs cette saison, il a déjà marqué le plus de buts avec 8 buts. 11 matchs, 8 buts cette saison. Il est au plus haut total dans toute sa carrière, tu vois. Lui qui est passé par Hurricanes, en Argentine, Alaves, Valladolid, même Boca Junior, tu vois. Il n'avait jamais inscrit plus de 8 buts en championnat. C'était avant tout un passeur et puis il s'est totalement révélé du côté de San José. En 2017, sa première saison, il fait quand même 13 passes décisives. La deuxième saison, 10 passes. En 2021, 8 passes, tu vois. Et puis l'an dernier, 7 buts, 13 passes décisives, donc impliqué sur 20 buts en l'espace de 34 matchs. C'est une vraie montée en puissance. Mais cette saison, non, c'est devenu pas seulement un passeur, un vrai buteur. Et pour revenir juste pour l'histoire des confrontations entre LAFC et San José, tu vois, je suis allé vérifier. Donc, LAFC, il est là dans la ligue depuis 2018. C'est simple. Au début, c'était 6 victoires consécutives de LAFC. Puis, depuis 2020, le bilan est de 6-2 pour San José. Donc, voilà, la donne s'est totalement inversée. Certes, LAFC mène la double confrontation 8-6. Mais San José est absolument intraitable depuis 2020, depuis 3 ans désormais, et notamment à domicile. Ouais, à Et donc, domicile, ouais. voilà, ça conclut ta série sur la bête noire. Et sur Espinoza, c'est qu'il a pris le relais aux côtés d'un Ebobis qui est très bon. Et puis, il montre aussi, je pense qu'il doit beaucoup aider Caleb Wiley. Non, pas Wiley. Mince. Ah, L'ailier gauche. ta petite pépite, Kate Exactement, Kate Cowell. Cowell. Voilà, merci, ma pépite, voilà, avec son chapeau de cow-boy. Là. Lui, il a vraiment Kate une tête à mettre Cowell. des chapeaux de cow-boy. Je pense qu'il doit beaucoup aider Kate Cowell sur son côté gauche. Il doit
l'aider à prendre le poste. Et Bien puisqu'on sûr, rappelle que c'est Kawhi, il a que totalement, 19 ans, tu c'est vois. totalement le genre de joueur qui peut être mentor pour Kate Cowell sur les saisons à venir, notamment. C'est réel ce que tu dis. Et moi, je voulais encore plus appuyer sur le fait que Espinoza, pour moi, peut faire le MVP, un réel MVP, parce que, en fait, Bah, San José est bien classé aussi, et quatrième. en fait, ce qui me fait dire ça, c'est que je trouve le matériel de San José est bien inférieur à ce que Exactement. d'autres équipes peuvent avoir. Et on sent vraiment que Espinoza, c'est vraiment la plaque tournante. C'est vraiment le joueur décisif, c'est vraiment le joueur qui fait les différences. Alors que, par exemple, si je prends Bouanga fait une saison all-time, mais il peut être servi par un Carlos Vela, un Opoku, un Cifuentes, tu vois, un Tillman, il y a un Buke, Exactement. il y a plein de joueurs en fait qui peuvent le servir. C'est pour ça que s'il continue dans cette veine-là, Espinoza, je le vois bien, pourquoi pas succéder à Hani Mouktar. Hani Mouktar, c'est à peu près dans le même style où même s'il y avait des bons petits joueurs à côté de lui, c'était pas non plus des joueurs ultra référencés de Oui, base, tu vois. C'est pour ça que Espinoza, s'il continue dans cette veine-là, j'aimerais bien le voir MVP ou pourquoi pas même un Hani Mouktar réélu derrière. Parce que pour moi, en fait, j'ai tendance à beaucoup plus valoriser leur importance et leur boulot dans des équipes un peu moins huppées, un peu moins fortes, sur ouais. le papier, on Je va vois ce que dire, tu veux dire. qu'un Denis Bouanga, par exemple, ou un Thiago Almada. Je vois totalement ce que tu veux dire. Et puis, faut pas oublier que l'an dernier, San José, c'est 15e c'est dernier de la conférence. C'est seulement 35 points. Et t'imagines que là, 35 points en 34 matchs. Là, à l'heure actuelle, ils ont 18 points en à peine 10 ou 11 matchs. Donc, même pas la moitié de la saison. Ils ont déjà la moitié des points de l'an dernier, tu vois. Donc, c'est dire qu'ils vont doubler leurs points largement. Je pense que ils peuvent finir avec ouais, 60 points cette saison s'ils continuent en tout cas sur Attention, comme ça. attention aux blessures. On espère qu'ils vont être épargnés aussi par les blessures. On sait que ça peut être un facteur aussi qui peut rentrer en compte. C'est pas une équipe avec un effectif large et pléthorique où il y a beaucoup de joueurs qui peuvent rentrer. Donc on espère qu'un Ebo Bissé ou qu'un Espinoza ne vont pas se blesser parce que ça pourrait être compliqué pour la suite de leur saison. En tout cas, pour l'instant, qu'ils profitent parce que ce qu'ils sont en train de réaliser pour l'instant, ça reste quelque chose de très très impressionnant. C'est clair. Il faudrait que je réécoute, tu vois, le podcast que moi j'avais fait sur San José, parce que c'est moi qui avait traité le Earthquake. Et je me rappelle que bon, c'était une équipe intéressante à traiter malgré le fait qu'ils soient derniers, parce qu'ils ont une belle histoire, tu vois. Et que depuis, mine de rien, ils ont pu coûter au playoff depuis 2020. Et sinon, on va dire depuis 2012, c'est seulement deux playoffs, tu vois. Oui. 2012, ils finissent premier de la conférence et depuis, ils ont connu goûter que deux fois au playoff et deux fois des premiers tours. Alors que c'est quand même une équipe qui a été doublement championne en 2001 et 2003 avec le fameux Chris Wondolowski à l'époque. Donc, écoute, ça fait un moment qu'ils mangent leur pain noir, un moment qu'ils ont pu goûter au playoff. Et je pense que ça fait un moment qu'ils veuillent revenir en playoff. Et en tout cas, ils ont fait un recrutement assez intéressant. Et puis bon, pourquoi pas. Ouais, franchement, vu comme ils sont partis, je les vois largement être en playoff. Et pourquoi pas aller titiller ce top 3 qui est vraiment, vraiment solide du côté de la conférence Ouest avec Seattle, Saint-Louis et Los Angeles. Rappelons tout de même quand même que Los Angeles a deux matchs en moins sur Seattle et que ils sont à égalité de points avec San Jose à l'heure actuelle, mais avec deux matchs en moins, bon, voilà, J'allais le dire, tu m'as ils pourraient devancé, revenir. on se comprend, il n'y a même pas besoin de... On se comprend directement, il n'y a pas besoin de parler. Mais tu vois, par exemple, San Jose a 3 points d'écart avec Dallas. Bon, ils ont le match arrêté face à Saint-Louis, donc ça peut revenir sur eux. Et puis 4 points d'écart avec Houston qui a deux matchs en moins aussi, mais ça peut créer un petit écart, tu vois, avec s'ils arrivent à se détacher de la cinquième, sixième, septième place, tu vois,
et rester dans ce top 4, ça peut être intéressant pour eux, tu vois. Pourquoi pas se mêler à la première place. Après, on sait très bien que, bon, tant que tu es en playoff, j'ai envie de te dire, C'est ça. hein, c'est la première place, c'est pas ce qui importe le plus. Mais ça fait toujours plaisir Surtout pour une équipe qui pour était avoir un classée dans les. supporter chill. Ouais, surtout pour une équipe qui était classée dans les dernières places, comme tu l'as dit la saison passée, Exactement. de faire les playoffs, je pense que ce sera déjà une La énorme plus belle des réussite pour eux. récompenses. Voilà, Ouais. sans aucun doute. Ouais, je parle Ouais. Attends, la saison 14. t'as eu un petit bug. Ah, c'est bon, je t'entends. Tu disais quoi? Ouais, je regarde leur classement sur les dernières saisons. C'est 14 enfin, dernier, 10e sur 13, 8e sur 12, 8e sur 12, 12e sur, enfin, 12e sur 12, 6e sur 11. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on voit l'évolution d'ailleurs de la conférence. À chaque fois, tu vois des équipes se rajouter. Mais voilà. Bon, Bon, on passe sur les résultats de cette journée, histoire de faire un petit round-up. exactement. On va terminer sur ça. Ouais, un petit récap de cette 11e journée de MLS, hein, avec Toronto qui perd contre le New England Revolution qui réalise une saison en trombe, qui est... Je pense qu'il va falloir absolument qu'on en parle de New England parce qu'on en a toujours pas parlé et que c'est les premiers quand même de la saison. Hein. Ouais, donc je pense que on va en parler. Le Houston Dynamo qui fait un 0-0 contre le Real Salt Lake. Ça a été un match spectaculaire avec beaucoup d'occasions. Malheureusement, pas de but à la clé. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire Vancouver aussi qui bat Minnesota 3 buts à 2. Avec Minnesota, avec le retour de Reynoso. Ouais. De Reynoso, normalement, qui est censé revenir à Minnesota, qui était le meilleur joueur de l'équipe. Tu peux Match parler de le match nul et la mauvaise saison d'Austin, tu Ouais, vois. le match nul Austin. de Portland qui fait match nul contre Austin. Austin à l'extérieur qui a eu du mal à battre Portland. Et saison un peu compliquée pour Austin en ce moment. Difficile Et, de savoir et- comment cette équipe va se relever, quelle dynamique elle va prendre et quel wagon surtout elle va réussir à accrocher pour déterminer ses objectifs en vue de la saison. et Donc, puis le match le plus surprenant, c'est quand même Seattle qui perd au Sporting Kansas Kansas. City. Ouais, c'est vrai que Seattle, on en a pas parlé aujourd'hui dans notre émission, mais ouais, grosse performance de Kansas City quand même. Réussir à les performer, à les gagner à l'extérieur sur la pelouse du premier. Ils étaient premiers hein, de la conférence, si je me trompe pas. Oui, oui, ils sont Voilà, donc premiers. c'est Et ça. le Donc premier qui a perdu contre le dernier, quoi. C'est assez fou. c'est un très bel upset. C'est la MLS. Petit coup d'œil sur la prochaine journée, peut-être, Romain? Exactement. Vas-y, je suis chaud. Envoie-moi ça. Alors, Voilà. qu'est-ce qu'on aura comme gros choc? On a l'Inter Miami qui s'est peut-être enfin relevé, qui va affronter le New England Revolution. Ça va être un On va très voir très beau si match. s'ils vont vraiment se relever, du coup. Très très beau match. Qu'est-ce qu'on a encore? On a San Jose Earthquakes Los Angeles Galaxy. Est-ce que San Jose va continuer d'enfoncer un peu plus le Galaxy dans les bas-fonds de la conférence? Ouais. Qu'est-ce qu'on a encore comme match intéressant? On a le derby de New York. Ah oui, oui, Il est oui, passé oui, entre les je voulais mailles. t'en parler. Je voulais t'en parler, c'est vrai. Ouais, Ah, le derby de New York, assez surprenant, hein. ouais, derby de New York où il y a une équipe qui est vraiment mal en point, mais le New York City qui ne c'est pas non plus la folie. Hein. On va dire que elle est correcte, mais c'est pas non plus l'équipe dominatrice qu'on a pu connaître sur les précédentes saisons. Donc match intéressant. Petit match entre Montréal et Toronto aussi. Oui, oui, derby canadien, hein. Donc voilà, On a deux derbys, tu vois, derby de New York, derby canadien. et puis Et on a l'inexpérience du Chicago Fire contre la folie offensive furieuse de Saint-Louis. Hâte de voir ce tu que ça vois, peut donner. et puis le remake de Charlotte-Atlanta. Est-ce que Charlotte va prendre sa revanche après le 3-0 infligeant à domicile, tu vois, ça peut être intéressant.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh là, par contre, je vois que il manque le logo du Houston Houston Dynamo. Dynamo. Ah mince. Je le rajouterai Ah pour la bah c'est un beau prochaine match aussi fois. ça. Tu vois que ça c'est un beau match aussi, ça m'intéresse. Comment Seattle va rebondir. En plus en ce moment Ouais, je pense Houston. qu'ils vont rebondir. Ils vont Ouais, mais en ce moment rebondir. Houston, Mais en ce Houston, moment c'est Houston chiant, c'est ouais. une belle dynamique. Ça reste, c'est pas impressionnant à voir jouer non plus, mais ils sont Ça, sur une jolie dynamique. San Jose qui va continuer d'accueillir Los Angeles. Hein? Une autre équipe de Ouais, Los Angeles. Est-ce qu'elle va encore faire peur à l'autre Los Angeles? Et pour conclure sur ça, on aura quand même 6 matchs gratuits ça c'est bien. cette semaine. Tu vois, à défaut de la semaine dernière, on n'en a eu qu'un. Là, on en aura 6 pour ce week-end. Donc, Chicago-Saint-Louis, samedi à 18h40. Donc, pas d'excuse pour pas regarder le match. C'est parfait. Atlanta-Charlotte, donc dimanche à minuit 5. Miami-New England à minuit 5, pardon, minuit 55, je voulais dire. Donc, à 1h du mat, en fait. À 3h du mat, on aura Salt Lake contre LAFC. À 4h, Portland contre Vancouver. Et enfin, lundi soir, à 3h du mat, on aura justement le fameux Los Angeles San Jose. Par contre, ils indiquent que Los Angeles, c'est à domicile. Pourquoi j'ai pas vu la même chose? Est-ce que j'ai fait une erreur? Je vais vérifier ça. Los Angeles, leur prochain match. Ah oui, c'est Los Angeles San Jose. J'ai fait une erreur. J'ai inversé les deux équipes. Bon, C'est je pas ferai grave. attention. La prochaine fois, c'est pas très Ouais, grave. tu nous montres le classement? Ouais, rapidement, je vous montre les classements. Vas-y. Alors, la Encore. conférence Est, on commence par la conférence Est en premier, Vas-y. avec vraiment un duo qui se dégage de cette conférence, avec le Ouais, Revolution ça Cincinnati. bouge pas, hein. New England, Cincinnati qui sont à égalité et c'est normal. Nashville qui tente un petit rapproché, hein, qui est avec, qui est Qui avec revient, qui Atlanta. était longtemps sixième, qui revient, Avec Nashville. Annie Mouktar qui se réveille enfin, qui commence à être Enfin, ouais. décisif. Voilà. Et New puis, York qui reste cinquième, quand même une bonne saison, mine de rien, New York ouais, pour le New York, moment. ça fait pas de Columbus qui bruit. descend. En embuscade, ouais. Philadelphie qui reprend un peu de marge, ça fait du bien, ils étaient un peu enfoncés. DC DC United, c'est United, vraiment dans l'équipe de l'anonymat Wayne total, Rooney, hein. C'est vraiment. ouais, bah c'est moyen. Ouais, C'est Orlando huitième, City, donc c'est c'est moyen. pareil. C'est pareil, hein, en 9 place, ça souffle le chaud et le froid. C'est C'est ça. par période. Inter Miami, Montréal et Charlotte qui reviennent en forme, tandis que Toronto, Chicago et Red Bull s'enfoncent. On passe sur On la passe à conférence Ouest. l'ouest? Ouais. Hop là. Let's go. Et les deux premiers, les trois premiers, on en a parlé. Ouais, on en a parlé. Bah, Seattle qui reste devant. Après, on sait que cette conférence-là, il y a beaucoup de matchs pas joués, de matchs en retard, etc. Donc, c'est pas le classement définitif encore où toutes les équipes ont pu jouer Ouais. leur nombre de matchs. Donc, Seattle reste premier avec 20 points, avec un seul point d'avance sur Saint-Louis qui doit jouer son match contre Dallas qui a été reporté suite à des orages et du mauvais temps. On a le Los Angeles FC qui a toujours ses deux matchs en retard, qui pointe à la troisième place avec 18 points. Une équipe, Égalité avec San Jose. voilà, avec San Jose qui les a battus ce week-end. Dallas Dallas, qui ne bouge pas, qui reste à la même place. Houston qui, comme on disait, est dans une très bonne dynamique qui remonte à la sixième place tout de même. euh, qui, est- Exactement. qui est Vancouver aussi qui enchaîne les bons résultats, qui n'a pas perdu depuis un petit moment, donc c'est intéressant pour eux. Minnesota qui rentre dans le rang parce qu'on sait qu'au début de saison ils avaient réussi avec une défense solide, une défense de fer à se rapprocher des places un peu plus hautes dans le classement, qui rentre dans le rang. Portland qui remonte depuis le derby de Cascadia. Portland se remet peut-être à l'endroit et pourquoi pas espérer monter encore, grappiller quelques places. Ouais. Colorado ventre mou, hein, on en a parlé un peu avant dans l'émission. Austin très décevant, 12e place, c'est vraiment pas dans leur standard habituel. On attend de savoir quand est-ce que ça va redémarrer, quand est-ce que cette équipe va remettre, va passer la deuxième pour enfin se replacer dans des places intéressantes pour elle. Et ensuite, le Galaxy et le Sporting Kansas City qui ferment la marche avec seulement 2 victoires.
Voilà, merci pour tout. On se donne rendez-vous la semaine pro pour le prochain MLS Show. Ouais, c'est ça. Mais normalement, Et bon week-end. vous le retrouverez sur YouTube si tout se passe bien. Donc, à toutes les personnes sur YouTube, j'espère que d'ailleurs vous avez aussi apprécié le MLS Show qu'on avait réalisé dans la dernière fois En dans de studio. nouveaux locaux en studio. C'était vraiment très intéressant de On le va faire. essayer de continuer à le faire. Malheureusement, des fois, ça dépend pas toujours enfin, de nous. Si, ça dépend de nous, mais pas toujours non plus. Donc, Ouais, il y a de la logistique, etc. Donc c'est pas tout évident, c'est vrai. Donc voilà, et puis exactement. peut-être un podcast éventuel dans la semaine, en fin de semaine sur la NBA comme d'hab, hein, votre podcast Oui. Showtime habituel. Et puis voilà. Merci à toi Romain. Merci à toi, Thomas. Et puis bonne soirée à tous. Ciao ciao. Ciao, ciao.